Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce jeudi, nous recevons Tristan Brier. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Nous, la Bretagne. Il est également tout récent président du parti Renaissance Finistère. Et il est venu de Brest, malgré les conditions routières pas toujours faciles, pour être avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Tristan Brier, ça ne vous surprendra pas si on parle ce matin, une fois encore sur l'antenne de Bretagne 5, de ce projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. On entend beaucoup de choses quand on laisse le micro se balader dans les défilés, lors des manifestations. Hier, avant-hier, il y avait cette journée de manifestation un peu partout en France avec un tassement. Est-ce que pour vous c'est un signe d'une forme de lassitude des Français, des Bretons à battre le pavé, ou ça va changer peut-être samedi avec la nouvelle manifestation qui est prévue? On a vu qu'il y avait une mobilisation qui était assez conséquente, ça, il faut le reconnaître. Un petit peu moins sur la journée de mardi. Je ne sais pas si on doit y voir un signe d'affaiblissement. En tout cas, nous, ce qu'on porte à travers ce projet de loi de réforme des retraites, c'est un projet de loi qui vise à l'équilibre de ce système sur le long terme. Moi, je dirais que c'est pas forcément le plus grand des plaisirs que de faire une réforme des retraites et que de reculer un petit peu l'âge de départ, ce qui est notre projet. En revanche, quand on regarde les faits et qu'on constate qu'on a un système qui ira d'année en année vers un déficit de plus en plus important, et donc un risque pour l'équilibre global de ce système de retraite qui est quand même un joyau de notre République française, à savoir le système par répartition où les actifs cotisent pour payer les retraites d'aujourd'hui. Donc voilà, moi en tant que jeune aussi, j'ai envie de pouvoir avoir accès à une retraite digne de ce nom. Donc si on regarde justement ce panorama-là, c'est important de réformer les retraites. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres débats aussi à mener, des débats plus globaux sur la société du travail, sur ce que nous sommes, nous en tant qu'individus, au sein de ce monde du travail-là. Et donc c'est aussi le sens des débats qu'on doit avoir dans les prochaines semaines, et notamment à l'Assemblée nationale, si tant est qu'on puisse avoir des débats corrects au sein de cet hémicycle. Alors on va en parler dans un instant de l'Assemblée nationale où là il y a une tension très électrique, si j'ose le dire comme ça. Mais il y a aussi le front syndical. On a vu les principales formations syndicales françaises faire une forme d'union sacrée face à cette réforme des retraites, et surtout face au recul de l'âge de départ à la retraite, l'âge légal qui passerait à 64 ans. Est-ce que vous le comprenez ça, vous, en tant que jeune élu? En tout cas, moi ce que je constate, c'est que le gouvernement, depuis le début sur ce projet de loi, a vraiment eu comme méthode la concertation, la discussion en amont avec l'ensemble des syndicats. Donc ça a été une phase, je dirais, fin 2022. À la suite de cette phase-là où la quasi-totalité des revendications des syndicats ont été retenues. Bon, après, nous, on avait le projet de loi qui était aussi celui d'avoir cette mesure de l'âge, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce projet de loi sur les carrières longues, sur les carrières hachées, sur aussi la pénibilité, où on veut remettre un petit peu à jour des critères qui étaient obsolètes et qui ne permettaient pas d'avoir justement de coller à la réalité de ce qu'est le monde du travail aujourd'hui. Donc tout un tas de mesures qui font, on va dire, un sac à dos social aussi pour permettre de faciliter les carrières, de faciliter les transitions professionnelles. Donc voilà, ce projet de loi, il est complet. Maintenant, concertation, comme je le disais, débat à l'Assemblée nationale et au Sénat là actuellement et dans les prochaines semaines. Donc le projet de loi peut évoluer aussi, c'est ça le débat parlementaire. Il peut y avoir des bougées, des avancées sociales encore. Et donc nous, on est vraiment de toute manière à disposition, à l'écoute toujours de ces organisations syndicales qui font valoir eux aussi leurs revendications. Et moi, j'ai aucun problème sur le fait de dire, bon voilà, il faut qu'on trouve un compromis, il faut qu'on arrive à trouver la voie pour pacifier aussi un petit peu les débats qui peuvent être un peu rudes, mais voilà, donc il faut qu'on trouve un chemin pour conduire cette réforme des retraites et arriver à équilibrer le système, parce que c'est ça aussi notre volonté, d'avoir une réforme juste
pour l'ensemble des Françaises et des Français. Alors, on est dans un contexte particulier, Tristan Brillet, ce contexte d'inflation, de crainte pour l'avenir, également cette guerre en Ukraine, toujours et encore à nos portes, hein, on en parle souvent sur cette antenne, un contexte particulier aussi avec l'augmentation de l'énergie, même si le gouvernement a fait des actions, mais a priori ça suffit pas parce que ça continue d'augmenter. Est-ce que traiter de la retraite dans ce contexte-là, c'était pas un petit peu, permettez-moi de le terminer un peu fort, mais casse-gueule? Je crois qu'il n'y a jamais de bon moment pour réformer les retraites. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si on regarde au plan européen, voire même mondial, les différents boucliers et l'action du gouvernement pour préserver le monde économique à travers les aides aux entreprises, pour préserver le pouvoir d'achat des Français, fait aujourd'hui qu'on a l'inflation la plus faible en Europe, qu'on a aussi un maintien de l'activité économique beaucoup plus important, notamment sur le nombre d'entreprises qui font faillite, par exemple, ou autres indicateurs de ce type, qui montrent que l'économie française résiste. On a 2,3% de croissance. On voit quand même que un taux de chômage qui est le plus bas. Ici en Bretagne, on est quasiment en plein emploi, ce qui pose d'autres sujets d'ailleurs. Mais on voit que l'économie se porte bien. Alors, c'est vrai que si après on tire le fil, on sait qu'on a des situations individuelles qui peuvent être compliquées. On sait qu'on a aussi une forme de ressenti de la société qui fait qu'on est à certains égards parfois sur une poudrière dans certains secteurs, dans certains endroits en Bretagne, on le voit. Donc, loin de moi l'idée de dire que tout est rose et que tout va bien, mais je pense qu'il faut aussi, à certains moments, parfois peut-être rééquilibrer les choses et se dire que peut-être qu'on ne vit pas toujours dans l'enfer dans lequel on pense vivre. Il y a juste cette phrase là de Sylvain Tesson qui disait la France, c'est un peu un paradis où tout le monde se croit en enfer ou quelque chose d'un petit peu comme ça. C'est vrai qu'elle dit quelque chose, cette phrase. Mais encore une fois, l'idée n'est pas du tout de pointer les uns ou les autres, de dire bah non, vous voyez, s'il y a des situations sociales qui sont compliquées, et moi j'en vois autour de moi également, il faut être à l'écoute et il faut essayer d'y répondre au maximum, tout en sachant bien qu'on ne peut pas toujours avoir une baguette magique et que tout ne se règle pas d'un claquement de doigts. Mais en tout cas, le gouvernement est à l'écoute et en action et agit au maximum pour régler toutes ces situations-là qui peuvent être compliquées et faire en sorte que les Français se sentent bien. Alors, il y a la rue et il y a aussi le Parlement, l'Assemblée nationale. Alors, pour tout un chacun, si vous allumez votre télévision sur LCP, nos confrères d'LCP qui diffusent les différents débats à l'Assemblée, on s'aperçoit quand même qu'il y a des moments assez électriques, pour pas dire autre chose. C'est quand même très, très fort, très viril parfois. Est-ce que c'est une bonne image de ce débat républicain qui a lieu à l'Assemblée ? Déjà, moi, ce que je regarde sur le projet de loi retraite, c'est qu'on a plus de 20 000 amendements, dont 70% qui ont été déposés par la NUPS, donc l'alliance un petit peu baroque issue des précédentes élections législatives. Ces 20 000 amendements, ils ne vont pas permettre d'étudier le texte dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir regarder l'ensemble des amendements, et donc on voit qu'il y a l'obstruction parlementaire pour justement nuire au débat parlementaire. Donc ça, c'est un premier sujet. Je pense qu'il faut le dire parce que nous, on est, comme je le disais à l'instant, dans une logique d'ouverture, dans une logique de débat, dans une logique de pouvoir amender, faire évoluer le texte. Et cette méthode-là d'obstruction ne permet pas d'avoir ce débat-là, premièrement. Ensuite, c'est vrai que je regardais, moi, hier aussi, les questions au gouvernement. Parfois, on a plutôt l'impression d'être dans un ring de boxe que dans un hémicycle parlementaire. D'ailleurs, il y a eu des interventions moi, qui me semblaient quasiment lunaires. Je vois le député Louis Boyard qui appelle quasiment à l'insurrection en direct sur LCP lors des questions au gouvernement. Moi, je ne suis pas sûr que tout ça fasse avancer la démocratie. Le propos apporté, parce qu'on a vu les universités quand même répondre plutôt, enfin en tout cas les étudiants répondent plutôt positivement. Oui, il y a 2 universités, le Mirail à Toulouse et puis Rennes 2. Bon, une quinzaine de facs en tout en France, c'est pas non plus mai 68. Et bon, je pense que je sais pas si souffler sur les braises à longueur de temps
permet de régler les choses. Et on voit la stratégie de bordélisation quand même de la France Insoumise, et qui joue quand même sur les haines, sur la rage, sur la colère. Et ça, c'est les méthodes des populistes. La méthode des populistes qu'on a vu chez Trump, qu'on a vu chez Bolsonaro, qu'on voit à certains égards aussi sur le plan nationaliste chez Orban, chez Poutine. Donc ces méthodes-là des populistes, moi je pense qu'il faut vraiment être très vigilant là-dessus, parce que c'est ce qui peut faire basculer notre démocratie dans des heures beaucoup plus sombres. Et nous, on sera toujours du côté de la démocratie, du respect de l'autre, et de l'équilibre des pouvoirs. Voilà, selon vous, on peut être dans une séquence qui peut conduire à des troubles finalement. On est déjà dans une période troublée. Vous le disiez à l'instant, on a une crise climatique, on a une crise énergétique, on a aussi une crise démocratique. Donc nous, et le président de la République et l'ensemble du gouvernement et de tous ceux qui le soutiennent, dont je suis, on essaye depuis un peu plus de 5 ans maintenant d'être aux commandes, en ayant en tête qu'il faut régler ces sujets-là. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement entre le président et une partie des Français, selon vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est une incompréhension, c'est une mauvaise lecture du projet gouvernemental? Non, en tout cas, nous on essaye d'être le plus compris possible. Peut-être qu'à certains moments, on a pu être... et je pense que ça, même le président se l'est dit, et en tout cas l'a dit, d'avoir une plus grande horizontalité dans la manière dont on gouverne. Et à certains égards, la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, bon an, mal an, rééquilibre aussi un peu les pouvoirs dans la Ve République. Le problème, c'est que notre tradition parlementaire étant ce qu'elle est, on a du mal à trouver du consensus quand il y a des majorités uniquement relatives. Mais moi, je ne perds pas de vue que peut-être d'ici quelques mois, ça soit un peu plus apaisé et qu'on puisse justement sur certains textes, ou tous les textes, arriver sur du compromis. D'ailleurs, depuis que la nouvelle législature a commencé, on a eu des textes qui ont été adoptés. Je prends par exemple le texte d'accélération sur les énergies renouvelables, a été adopté avec l'appui des votes de la gauche. On a une loi qui arrivera là bientôt sur l'immigration aussi, le projet de loi retraite qui, je l'espère, pourra être voté par d'autres bancs que les nôtres. Donc voilà, construire ce consensus, et peut-être aussi une nouvelle manière de gouverner, ou en tout cas d'avoir un Parlement qui n'est pas que comme un bloc, celui de la couleur du président de la République. Alors, il y a aussi les affaires qui rattrapent, entre autres, le ministre du Travail. On a entendu dans les cortèges du SOP démission. Est-ce que pour vous, c'est un faux procès? Il faut que la justice fasse son travail. Est-ce que, finalement, Olivier Dussopt doit démissionner ou doit rester à son poste? Moi, je pense qu'Olivier Dussopt a été un bon maire, a été un bon parlementaire. C'est un bon ministre. C'est quelqu'un de rigoureux, de travailleur, de précis sur ses dossiers, qui est clair d'ailleurs et pédagogique quand il s'exprime dans les médias. Maintenant, il y a une affaire qui est en cours. Je crois qu'il faut qu'on laisse le fil de la justice se faire. Mais en tout cas, il a notre pleine confiance. Et moi, je pense que c'est la bonne personne, en tout cas, aujourd'hui, pour porter ce projet de loi de réforme des retraites. Alors, il y a aussi un aspect régional. On a vu que la Bretagne s'est beaucoup mobilisée contre ce projet de réforme des retraites. Alors, la Bretagne est une sorte de laboratoire. Je le disais en commençant, vous êtes aussi conseiller régional de Bretagne. Est-ce que, là aussi, à un moment ou à un autre, il faudra imaginer des systèmes, imaginer peut-être une plus grande décentralisation? Alors, je vais la faire courte, je ne vais pas vous demander s'il faut réunifier la Bretagne. Est-ce que ça peut être quelque chose, on entend qu'il y a plus ou moins des voix dans la majorité qui s'élèvent pour dire voilà, il faudrait revoir un peu ces régions qui sont très grandes. Est-ce qu'on peut imaginer des choses à ce niveau-là aussi, dans le cadre d'une forme de loi de décentralisation? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on y travaille dans un intergroupe au Conseil régional sur l'autonomie, qu'on l'a appelé, sans que ce soit un gros mot. Nous, on est plutôt tenants de sein de notre groupe politique
d'avoir plus de décentralisation, mais que ça ait du sens. C'est-à-dire que pas forcément d'être dans un grand soir de la décentralisation où voilà, c'est la révolution, on change complètement notre modèle d'organisation démocratique, institutionnelle au plan régional, mais plutôt de se dire sur quel sujet précis on peut avoir des avancées. On sait qu'on a aujourd'hui un gros sujet en Bretagne depuis la crise Covid, c'est le logement. Comment on fait en sorte de donner plus de moyens à la région, plus de compétences, plus de possibilités pour les maires, pour les intercommunalités, d'avoir les leviers pour réguler le logement. Voilà, typiquement, c'est ce genre de choses. Ensuite, et ça, je pense que ce sera un débat qui sera plus transversal à mener et peut-être plus long aussi, c'est la question de la fiscalité et des ressources propres pour la région qui aujourd'hui, c'est vrai, et ça c'est un fait, sont plutôt contraintes. La fiscalité de la région, c'est les cartes grises essentiellement, et donc le pouvoir de taux est assez faible. Donc, à mon sens, il y a un vrai débat à avoir là-dessus. Et en revanche, par contre, voilà, il faut aussi être dans une logique de subsidiarité, c'est-à-dire que si aujourd'hui, au plan national, une compétence est plus légitime à être exercée à ce niveau-là, il faut l'exercer à ce niveau-là. En revanche, si on sait qu'au plan local, on va pouvoir résoudre de manière beaucoup plus efficace les problèmes des citoyens, et bien il faut qu'elle soit exercée à cette échelle-là. Donc la subsidiarité est quelque chose d'important aussi. L'autonomie, c'est pas juste voilà, un mot lancé en l'air comme ça et qui résoudrait tous les problèmes, c'est faux. Il faut regarder ça dans le détail. Mais en tout cas, voilà, on y travaille, et avec nos valeurs et avec aussi cette volonté d'être dans un peu ce triptyque région, État, Union européenne aussi, qui fait aussi le fil conducteur de l'action publique en Bretagne aujourd'hui. Alors justement, Union européenne, vous lâchez le mot, hein, Tristan Brillet. Est-ce que l'Union européenne doit peser plus en Bretagne? Déjà là encore, région plutôt tournée vers l'Europe, avec son identité, sa culture. Est-ce que demain, il faut aller vers une plus grande... on pourrait parler d'un plus grand fédéralisme? Moi, je suis plutôt convaincu que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. On voit aujourd'hui que les grands problèmes du monde sont, on va dire, solutionnables, si on peut le dire comme ça, avec ce terme, à l'échelle de l'Union européenne. L'Union européenne n'avait pas la compétence de la santé avant le Covid. Tous les États se sont retournés vers l'Union européenne pour fournir des vaccins. La crise énergétique que l'on vit, les États-nations se retournent vers l'Union européenne pour réguler le marché européen de l'énergie. On peut décliner ce sujet sur beaucoup sur le climat. Le climat, il y a de grandes attentes. Et donc, il y a de grandes attentes. Le gros sujet au plan européen aujourd'hui, c'est que ça reste, je pense, sur les citoyens assez lointain, technocratique. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une vraie légitimité politique européenne. Ursula von der Leyen monte, je trouve, beaucoup plus en charge, en tout cas sur le caractère politique que son prédécesseur. La crise en Ukraine y est pour quelque chose. La crise en Ukraine y est sûrement pour quelque chose. Mais voilà, il faut qu'on arrive à construire cet espace politique européen. Ça se fait pas en 10 ans, ça se fait même pas en 60 ans ou 70 ans, mais petit à petit. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un espace politique européen qui est beaucoup plus, on va dire, conflictuel que ce qu'il ne pouvait être il y a quelques années. Et notamment avec l'arrivée de nouvelles offres politiques qu'on pourrait qualifier de populistes, comme en Italie, comme en France, comme un petit peu partout, en Hongrie aussi, où on voit qu'il y a deux visions de l'Union européenne. C'est-à-dire une Union européenne ouverte sur le monde, qui accepte une forme de libéralisme, qui est aussi au rendez-vous des grands enjeux comme le climat, et puis une Europe des États-nations, où l'idée de l'Europe, c'est d'avoir une puissance qui permette de se protéger aussi contre ce qui pourrait être que des attaques ou autres, l'immigration, etc. Et donc on voit qu'il y a des offres politiques, Meloni en Italie, Orban en Hongrie, qui sont sur un autre projet européen. Donc on voit qu'il y a un conflit politique, et au final, malgré le fait que moi je suis complètement contre la deuxième proposition, et plutôt pour la première, même carrément pour la première, d'une certaine façon, le fait qu'il y ait une conflictualité politique, ça politise le débat à l'échelle européenne. Donc ça permet d'avoir
un vrai débat et donc que les citoyens puissent voter pour les élections européennes qui auront lieu l'année prochaine, peut-être plus en conscience encore de ce qui sous-tend cette élection-là. Voilà, l'Europe finalement grandit, devient adulte et devient politique. Un petit peu, il faut qu'on continue là-dessus. Et il faut d'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'il y a un rééquilibrage des pouvoirs au plan des institutions européennes. Le Parlement européen, historiquement, gagne en compétences, gagne en place, gagne en légitimité au fur et à mesure de la construction européenne. La Commission européenne reste l'organe prépondérant, donc je pense qu'il faut qu'on continue à faire monter en puissance le Parlement européen, notamment son administration, qui est beaucoup plus faible que celle de la Commission, donc avec un niveau d'expertise qui est beaucoup moins grand, et donc d'avoir une plus grande administration du Parlement européen permettrait aussi au Parlement européen d'avoir plus de poids, plus de force dans, on va dire, c'est pas un gros mot, mais un peu la bureaucratie européenne dans les instances européennes. Et peut-être de contrecarrer aussi les lobbies, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit d'ailleurs à Strasbourg, pour essayer de faire passer certaines idées auprès des politiques. Oui, tout à fait. Et puis, alors par contre, une chose, c'est que à la différence de la France où les lobbies agissent peut-être de manière plus opaque, au sein des instances européennes, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus réglementé, c'est beaucoup plus clair, et donc c'est aussi peut-être un petit peu plus accepté. Donc je pense que là, pour le coup, la France a beaucoup à apprendre de l'Union européenne et de son fonctionnement sur ce volet-là. Alors on parle aussi d'Europe de la défense. Alors ça nous concerne en Bretagne, hein. On a les bases aéronavales, on a aussi la force de frappe nucléaire à l'île Longue. Est-ce qu'il est urgent face à la situation, là ça nous ramène encore, une fois encore en Ukraine et avec cette agression russe envers l'Ukraine, est-ce qu'il y a une urgence à constituer une Europe de la défense, qui peut aussi se situer sur la cyberdéfense, parce qu'on voit que les attaques ne sont pas seulement faites par des missiles, malheureusement. Mais bien sûr. Et on voit que là, pour l'instant, les grands gagnants de la guerre en Ukraine, ça reste les Américains. Parce que aujourd'hui, on voit même parmi on va dire parmi les pays membres de l'Union européenne, je prends par exemple la Belgique ou autre, qui continuent d'acheter des avions américains, alors que on a un avion français qui fonctionne très bien, ou autre encore. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Après, le chemin qui a été pris, notamment par le couple franco-allemand, c'est de se dire on va avoir un peu de la coopération renforcée, c'est-à-dire on va pas chercher à avoir les 27 d'un coup sur une alliance militaire, etc. En revanche, c'est vrai que cette crise ukrainienne montre que effectivement, il y a un vrai saut d'offres, si on peut le dire comme ça, pour faire en sorte qu'on ait une vraie légitimité de la défense, une vraie politique de la défense au plan européen, parce que sinon, c'est aussi toujours rester à la solde des États-Unis, qui sont des alliés, qui seront des alliés dans le futur, mais qui aussi, pour un équilibre des forces et pour faire en sorte de défendre nos intérêts aussi, c'est important que nous ayons de quoi nous défendre. Et on le voit d'ailleurs sur le récent Inflation Reduction Act qui a été pris par Joe Biden pour protéger l'espace économique européen. Et bien nous, voilà, on est aussi en train de répondre avec Thierry Breton qui travaille avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour avoir un texte aussi qui permette de protéger nos intérêts économiques. Et on sait que cette guerre en Ukraine, au-delà d'être une invasion de Poutine sur le territoire ukrainien, c'est aussi une guerre économique. C'est une guerre de l'énergie, c'est une guerre de l'influence, c'est une guerre qui se veut aussi contre l'Occident. Donc là-dessus, il faut qu'on soit aussi très, très vigilant là-dessus. Et donc de protéger nos secteurs économiques, cela est fondamental. Avec la géopolitique qui donne un peu le là, on voit la Chine qui, elle aussi, revendique beaucoup de choses, qui se pose un peu en juge de paix entre notre vieille Europe, sans méchanceté, et les États-Unis. Est-ce que là aussi, il va falloir regarder un petit peu à l'Est? Mais bien sûr, mais tout à fait qu'il faut regarder à l'Est. Et d'ailleurs, l'Est n'oublie pas de regarder à l'Ouest. Et quand je dis regarder à l'Ouest, c'est le port de Pirée, c'est les investissements africains... des investissements chinois en Afrique dans les ports, sur les ressources, les matières premières. Ça, je fais une petite incise là-dessus, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrifier nos voitures, par exemple, et d'avoir de la transition énergétique et climatique.
Mais la grande crise qui va arriver dans 10-15 ans, c'est la crise et les tensions sur les matières premières, sur le lithium, sur le cuivre, sur le cobalt, sur le sable, sur le manganèse, tous ces produits, ces terres rares aussi, vont être ultra stratégiques. Et on voit aujourd'hui que la stratégie dite du collier de perles des Chinois pour prendre des positions importantes dans les différents ports dans le monde, c'est aussi pour, à terme, prendre le contrôle sur les terminaux, prendre le contrôle sur les matières premières, et donc avoir une sorte de stratégie d'étouffement, et que nous, il faut qu'on soit très vigilants là-dessus. Donc effectivement, il faut regarder à l'Est, et d'autant plus important, du coup, d'avoir une voix unie au plan européen, parce que ensemble, on ira beaucoup plus loin. Alors, on a une petite minute à peine, me dit mon réalisateur. Il y a aussi, vous parliez de l'Afrique à l'instant, Wagner est installé en Afrique. On voit que la Russie y impose aussi, par la force, par la violence, une forme de suprématie, en disant la France, partez, on n'a plus besoin de vous. Mais ça, il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'aujourd'hui, moi, je regardais, il y a une propagande incroyable de Wagner en ce moment en Afrique. Et pareil, c'est-à-dire que Wagner, leur contrat, enfin en gros c'est un peu des contrats qui passent avec les États africains, c'est de dire vous êtes sous le joug de la France, nous on va vous libérer du joug de la France, on va vous protéger des terroristes sans aucun état d'âme, donc c'est-à-dire que s'il faut tuer des civils, ils tuent des civils, vous nous payez pas, en revanche vous nous donnez accès et contrôle sur les matières premières, encore une fois les matières premières. Donc la stratégie sur tout le Sahel, que ça soit là en ce moment au Burkina Faso, ce qui a eu lieu au Mali, au Tchad, etc. Là, Wagner est en train de prendre la main sur les matières premières et d'avoir même une stratégie de propagande qui retourne complètement les cerveaux du peuple dans chacun de ces pays. Et donc, grosse vigilance pour nous là-dessus et ça peut continuer à essaimer, même en Côte d'Ivoire ou pire encore au Sénégal, quoi. On va s'arrêter là, Tristan Brier, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, le temps imparti est écoulé, comme l'on dit. Vous reviendrez évidemment parler de politique sur l'antenne de Bretagne 5, et puis évidemment, on va suivre le dossier des retraites. Voilà, on va être amené à en reparler sur cette antenne. Merci infiniment, Tristan Brier, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne dans le groupe Nous la Bretagne, et tout nouveau, il y a 2 semaines, je crois, président du parti Renaissance Finistère. Un tout petit mot, très rapide. Ça y est, on est déjà dans une forme de pré-campagne électorale ? Ah mais de toute façon, l'objectif de Renaissance Finistère et de Renaissance au global, c'est l'implantation locale, c'est les élections municipales en 2026. Donc, vous voyez, on est début 2023, les municipales c'est en 2026. On a 3 ans pour se mettre dans les starting blocks, enfin on l'est déjà dans les starting blocks, mais pour se mettre prêt pour gagner des élections au plan local. Voilà. Merci infiniment, Tristan Brier, et je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.